La race a 2000 ans, l'âge de Marseille. Hein. C'est pas une serre maraîchère, c'est une serre d'élevage. Donc il y a 2 bâches superposées avec entre les 2 bâches la laine de verre. Donc ça c'est la partie traite. De l'autre côté c'est la partie bergerie. Je voudrais que tout le monde ait bu. Un biberon c'est pour combien? Presque pour un. Ah, quand même. Ils en boivent presque un. L'année passée j'en avais 5 de bu. Cuges, les pins, un froid à pierre fendre l'hiver, chaud l'été et l'eau qu'il faut aller puiser à plus de 300 mètres de profondeur, de quoi véritablement rendre chèvre. Mais justement, pas n'importe quelle chèvre, la chèvre du Rove qui peut vous en faire voir de toutes les couleurs. Le plus courant c'est rouge, on appelle rouge, comme ça. Après il y a des noirs, et après donc pie noir, pie rouge, c'est-à-dire bicolore. Et il y a la blau aussi, la bleue, c'est la grise. Toutes ces couleurs sont admises dans la race. La truitée aussi, comme ça. Enfin, nous on dit sardine dans le sud, on parle pas de truite, on dit qu'elles sont sardines. Pie rouge ou sardine, avec son immense bâton de berger et son chapeau à large bord, Luc Falco a plutôt fière allure quand il mène 2 fois par jour ses chèvres dans la colline, de quoi inspirer un peintre. Et pourtant, au début, quand sa sœur l'a prévenu que 10 chèvres comme il en cherchait étaient justement disponibles, le tableau n'a pas tout à fait été le même. Faut qu'elle soit repartie dans 3 jours. J'ai dit bon ben ça va, j'arrive. Je suis allé chercher sur l'eau des 10 chevrettes qui étaient quasiment sauvages. Au passage, j'ai vu le chevrier chier, donc j'ai chargé 2 plus 10 chèvres, 12 chèvres, je suis arrivé ici. Elles étaient du côté des Alpilles là-bas. Donc il m'a donné 1 heure de conseil à peu près le chevrier. Donc on avait monté une bagassière avec des tôles dessus, c'est la première partie là où il y a les boucles. On a monté les palettes droites avec des ficelles de bottes, on a attaché, on a fait une part comme ça. Puis voilà, on a rentré 12 chèvres. Et le lendemain matin, il faut les faire manger. Donc tu ouvres la porte, tu passes devant et tu crois qu'il y a un troupeau de 12 chèvres. Non, 12 individus disséminés à la colline, qui se barraient de partout. Au début, ça a été une galère. J'avais pas de chien, alors je faisais le berger, je faisais le chien aussi. Je remuais pas la queue, mais voilà le début. Très rapidement, j'ai vu où étaient les cornes, où était la queue, mais c'est à peu près tout ce que je savais. Pas tout à fait la corrida, mais pas loin, un parfum d'aventure. J'ai pas épousé un chevrier, j'ai épousé un commercial, un costard cravate, qui sentait bon l'aftershave. Maintenant, c'est l'afterchef. Si la femme de Luc ne regrette rien... Non, il me donne des coups de bâton tous les matins pour aller travailler. Il vaut mieux que ça plaise, ouais. Sinon, je suis fonctionnaire, j'ai arrêté mon boulot pour travailler avec lui. Et je regrette pas du tout. Non. Plus le temps passe, moi je regrette. Cela faisait longtemps que la ville, Luc, ne s'y faisait pas. Je suis né dans le nord, à Saint-Henri, dans le quartier nord, le Grand Camp, le grand château en briques rouges. Voilà, c'était mon grand-père. Il était patron des Tuileries. Quand mes grands-parents sont décédés, on est parti en centre, dans le centre-ville. Je suis allé à la rue Paradis. Après, on est allé c'était un peu mieux à Marseille-Vert. Après, on est allé à La Penne-sur-Yvonne, sur la Nationale. C'est beaucoup moins rigolo. Beaucoup moins rigolo. Et moi, j'ai toujours été attiré par la campagne et il se trouve que j'avais ma grand-mère à Saint-Maximin, qui a une propriété de 2 hectares là-bas. Et donc, je passais le plus clair de mon temps là-bas. Donc, à la fois urbain, mais toujours attiré par la campagne. Quand on s'est retrouvé à la rue Paradis, on était au 3e étage. Et ma mère m'a raconté, parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir, je prenais la veste comme ça, je me mettais là, devant la porte en attendant qu'elle m'ouvre. Sauf qu'on était au 3e étage à la rue Paradis. Et il paraît que j'ai été malheureux comme les pierres. Donc, c'est que j'ai pas fait ça toute ma vie. C'est une reconversion. Hein. Dernier temps, j'étais commercial. J'ai connu ma femme, on habitait encore à La Peine. On attendait Fanette, notre aînée. Et moi, j'étais tellement malheureux en ville que je voulais pas qu'elle grandisse en ville. Et la même année, on a acheté à Cuges, on s'est mariés et on a eu Fanette. La quadrature du cercle, sa femme, pas n'importe laquelle, sa fille, pas n'importe laquelle, et ses chèvres, pas n'importe lesquelles non plus. Alors là, tu vois, on va avoir le premier soleil, ça c'est génial là-haut. On a une exposition qui est fantastique. La chèvre du Rove est aujourd'hui reconnue, par chance, son utilité dans les troupeaux a sauvé la race du désintérêt qu'elle avait en raison de sa faible production de lait. À un moment donné, il y avait un problème de nombre d'espèces. Parce qu'en fait, c'est pas une chèvre qui a suffisamment de lait, donc elle n'intéressait pas les fromagers. Les Roves sont restés grâce aux bergers. Si vous remarquez, elles sont dans les troupeaux de moutons. Régulièrement, on voit des chèvres du Rove dans le troupeau de moutons. C'est traditionnel, mais en plus, elles ont leur utilité. Elles sont meneuses. Pour les transhumances, très efficaces. Elles guident les moutons. Si jamais il y a une brebis qui ne veut pas son petit,
elle va l'accepter, elle le nourrit. Il y a plein d'avantages comme ça, ce qui fait que les roves, elles ont toujours existé dans les troupeaux de moutons. Et ça a permis que la race ne s'éteigne pas. 10 chèvres plus 2. Depuis, bien sûr, le troupeau a grossi. Il doit du reste prospérer pour que les chèvres fassent du lait qui permet de faire le fameux fromage, la brousse du Rove. Là, il y a une cinquantaine, mais on en attend 180 à peu près, puisqu'elles ont de loin pas toutes mises bas. On va en garder une vingtaine pour le renouvellement. Et les autres partiront dans une autre filière ou d'autres éleveurs qui veulent renouveler leur cheptel. Ou alors, c'est une autre filière pour la filière viande. En tout cas, nous, chaque chèvre est obligée de mettre bas pour avoir du lait. Donc ça, c'est une condition pour un laitier. Il faut que la chèvre ait mis bas pour avoir du lait. Oui, je vais te donner. Attends. Naturellement, elles ont du lait pourquoi ? Pour alimenter les cabris, d'accord ? Donc les cabris ils naissent monogastriques. Donc la première alimentation, c'est l'alimentation lactée. Donc là, ils ont besoin de beaucoup de lait. Et puis après, progressivement, ils vont commencer à manger des aliments solides. Donc ils deviennent polygastriques, ils deviennent ruminants. Et donc ils commencent à avoir besoin d'un peu moins de lait. Et après, naturellement, les chèvres, elles se tariraient. Quand les cabris têtent plus, elles se tariraient. Bon, nous, en continuant à les traire, elles continuent à avoir du lait, mais elles commencent après à stagner et à baisser. Après, elles repassent au mâle. Les premiers mois de gestation, elles font encore un peu de lait. Et puis après, elles stoppent. C'est très bien fait pour que toute leur énergie passe non pas à faire du lait, mais à faire de beaux cabris. Elles se tarissent entre 2 à 3 mois par an. On donne un peu de bonbons à l'attaque. Janvier, en hiver, les chevreaux pointent leur nez. On les laisse sous la mer pour qu'ils têtent le plus souvent possible. C'est là que se développe leur estomac. Ils ont besoin d'un certain nombre d'enzymes, d'anticorps. Et après, moi, je prends le relais en triant la mer et en donnant par le biais du biberon. Le biberon pendant 3 jours à peu près. Et après, un multibiberon comme ça. On appelle ça un multibiberon ou une louve. Comme ça, ils y vont à la demande tétée. Mais ils mangent aussi. Et au bout d'une semaine, on leur donne du foin. Et ils sortiront au bout d'1 mois et demi à peu près, tout en buvant du lait pendant 3 mois à peu près. Il leur faut du lait pendant 3 mois. Et une fois sevrés, eh bien, direction la garrigue. Dans quelques mois, les petits auront aussi de superbes cornes et grandiront sur leurs pattes. Ces caractéristiques physiques sont en lien avec leur environnement. Les chèvres du Rove, elles sont élevées dans le sud, dans la garrigue, et elles ont besoin de leurs cornes. Originellement, elles ont besoin de leurs cornes pour se frayer des passages, des chemins dans la garrigue. Elles sont hautes sur pattes, avec de petits pieds, pour éviter de se blesser aussi dans la colline. Pour ces mêmes raisons-là, les caractéristiques physiques sont vraiment dues à l'environnement dans lequel elles vivent. Hautes sur pattes, voilà, petits pieds, mais grosse qualité de lait, parce qu'elles ont une capacité à choisir leur alimentation, parce que c'est ça l'avantage d'être en colline, de pâturer en colline. Choisir vraiment, suivant les besoins, suivant la diversité. Quand c'est dans un bâtiment, si l'homme n'amène pas la diversité, elles ne sont pas capables de la trouver. Rustique, ainsi est la chèvre du Rove. Même dans la mise bas, on surveille, mais on les aide pas trop. Elles sont suffisamment rustiques, sont une bonne condition physique, de par leur sortie là tous les jours en colline, pour pouvoir assumer leur mise bas. Alors on est là plus pour les rassurer. Et le petit se lève au bout d'une demi-heure et de lui-même va téter les pieds de sa mère. La garrigue, c'est le garde-manger de la chèvre du Rove qui ne semble n'avoir cure des griffures d'épines, des broussailles. C'est pour manger, c'est pas pour les balader, alors c'est nécessaire sans doute pour se défouler, mais c'est pour manger surtout qu'elles sortent. Donc c'est toute l'année. Alors c'est sûr, elles aiment pas la pluie, le froid non plus. C'est des moments un peu plus difficiles pour elles et pour nous, mais elles sortent quand même tous les jours de l'année. Et le chevrier avec. Et le chevrier, bien content d'avoir troqué son aftershave de commercial pour son afterchèvre et son bâton de pèlerin.